Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au nom de la Bibliothèque nationale de France et de sa présidente Laurence Angel, je vous souhaite la bienvenue donc et vous remercie d'être venus si nombreux pour écouter la conférence de Madame Daubechy. Je vous rappelle que cette conférence s'inscrit dans un cycle intitulé « Un texte, un mathématicien ». C'est la troisième conférence de la saison. Il y en aura 4, la prochaine, je crois, intervenant le 17 avril, me semble-t-il. Avant de passer la parole à Serge Cantat, qui va vous présenter plus longuement la conférencière de ce soir, je voulais en profiter pour saluer nos partenaires sur cette manifestation, qui sont donc la revue Tangente et l'association Animat. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une très très bonne soirée et à vous remercier à nouveau. Bien, bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux. Donc, j'aimerais aussi remercier la Bibliothèque nationale de France qui nous accueille depuis 2005 pour ce cycle de conférences qui s'adresse au large public, au grand public et en priorité, je dirais, aux lycéens qui sont fort nombreux ce soir. Donc, d'habitude, j'énumère les lycées qui font le déplacement, mais là, je ne le ferai pas. Donc, le but de ces conférences, c'est de présenter les mathématiques dans toute leur diversité. J'entends par là la diversité thématique, mais aussi diversité des pratiques, des époques ou des environnements. Donc à chaque fois, le conférencier ou la conférencière est accompagné d'une autre période historique. Ici, nous aurons Eugène Wigner qui a écrit un article en 1960. Donc je pense que Ingrid rentrait en école primaire à peu près à cette époque. Voilà. Alors, donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Ingrid Daubechy. Ingrid, elle est mondialement connue dans le domaine des mathématiques. Elle a commencé ses travaux sur des thèmes plutôt de physique théorique avant de s'intéresser à des problèmes mathématiques qui sont en lien avec ce qu'on appelle le traitement du signal. Elle a par exemple développé ce qu'on appelle la théorie des ondelettes, et théorie des ondelettes qui a de multiples applications actuellement, que ce soit pour des problèmes de compression d'image. Je pense que ça intervient dans le format JPEG du moins des années 2000, et actuellement à beaucoup d'autres applications, y compris en paléontologie ou en géophysique. Donc vous voyez là une carrière qui débute en physique théorique, qui va vers les mathématiques avec toutes leurs applications. Je vais laisser la parole à Ingrid. Merci beaucoup. Je suis très contente de vous voir si nombreux, surtout que l'année passée, j'étais là, mais le 5 février, mais c'était le jour de la grosse tempête de neige et la bibliothèque était fermée. Et donc, voilà, comme on dit en anglais, a rain date. Et il fait beaucoup plus beau aujourd'hui. Alors, le texte que j'ai choisi, c'est un texte avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Et où Eugène Wigner parle du fait que les mathématiques sont tellement efficaces pour les sciences naturelles, et il dit même déraisonnablement efficaces. Et son discours commence en disant un exemple tout simple que vous connaissez déjà. Il y a le nombre pi qui fascine. En fait, demain, c'est le Pi Day, c'est le jour du nombre pi, parce qu'en anglo-saxon, on écrit la date d'abord avec le mois et puis le jour, et donc c'est 3-14. À cause du 14 mars. Et il a été décidé que ce sera, je crois, à partir de l'année prochaine, ce sera la journée internationale des mathématiques. C'est une décision de l'UNESCO. Alors, le nombre pi est la ration
la fraction entre la circonférence et le diamètre d'un cercle. Et le fait que tous les cercles aient ce même rapport n'est pas étonnant, évidemment. Le fait que ce nombre soit 3,14, bon, ça aurait pu être un autre nombre et on n'aurait pas été plus étonné. Ce qui est étonnant, c'est que ce nombre se retrouve dans beaucoup d'autres situations. Par exemple, quand on prend cette somme-ci, la somme de l'inverse des carrés de tous les nombres impairs, on trouve pi carré sur 8. Et ça n'a rien à voir avec un cercle, mais pi rentre là-dedans. Et pi se retrouve dans des tas de formules mathématiques. Et c'est un des exemples que Eugene Wigner cite pour dire les maths, elles sont partout. Ben, on sait bien qu'elles sont partout. Mais, alors, il se pose la question pourquoi les mathématiques sont-elles si déraisonnablement efficaces? Et il parle de 3 exemples de la physique: la théorie de la gravitation, la mécanique quantique et la théorie quantique électrodynamique. Et nous allons visiter les 3 exemples et ce qu'il en dit, et aussi peut-être parler de développement un peu plus récent depuis 1960. Beaucoup d'articles ont suivi. En fait, il y a encore toujours des gens qui commentent sur des physiciens, des philosophes, des mathématiciens. Certains sont d'accord, certains certains ne le sont pas. Et il y a toute une littérature que je n'ai pas lue, mais j'ai lu certains papiers. Dans la théorie de la gravitation, Kepler et Newton avaient trouvé le mouvement des planètes et Galilée avait étudié la chute des corps, et cette expérience qui n'a jamais eu lieu, mais qui est toujours décrite, comme quoi un corps petit et un corps grand passent le même temps en l'air avant de tomber par terre. Einstein a utilisé la géométrie riemannienne pour développer sa théorie de la relativité, donc un tout petit aperçu de ce qui se passe quand on est dans le plan. La formule de Pythagore nous dit comment calculer des distances d'un point à l'autre. On prend la distance en x, la distance en y, on somme leur carré, ça donne la distance entre 2 points. Si on est sur une sphère, on a une formule approximative qui est donnée par le changement en angle, en longitude et en latitude, mais il faut y amener aussi, je ne sais pas, est-ce que vous voyez cette petite flèche ? Ça se voit? Oui, il faut amener aussi ce facteur cosinus carré, parce qu'évidemment, la différence de longitude donne une différence très nette si on est à l'équateur ou près des pôles. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que quand on prend l'avion pour aller d'Europe aux États-Unis, qu'on passe beaucoup plus au nord qu'on ne le croirait. Sur une carte Mercator, le trajet qu'on suit paraît très courbe, mais en fait, quand on voit le globe et on le regarde au-dessus, on voit que c'est exactement le morceau d'un grand cercle. Sur des surfaces plus compliquées, on peut quand même introduire des coordonnées, et on a alors une matrice qui dépend des variables. Donc supposons qu'on ait 2 variables qui donnent l'emplacement sur cette surface. On peut à nouveau calculer les distances tant que delta alpha et delta bêta ne sont pas très grands, de cette façon-ci. Et la surface peut être quelque chose de plus mathématique ou quelque chose de plus ludique. En fait, nous utilisons des formules de géométrie riemannienne pour caractériser des surfaces d'os et de dents. On vous a dit que je travaillais aussi avec des paléontologues. Quand ils veulent étudier l'effet de l'environnement
sur des espaces et ainsi documenter l'évolution, ils ont besoin de quantitativement pouvoir parler de la mesure à laquelle deux spécimens sont plus similaires l'un à l'autre qu'à un troisième. Donc il faut des distances, des similarités entre surfaces. Et pour ce faire, il faut avoir une bonne géométrie pour la surface. Il faut davantage, parce que si on veut comparer des surfaces, il faut aussi avoir de bonnes façons d'avoir des mappings d'une surface à une autre. Et oui, je vous prie de m'excuser pour mes fautes de grammaire. Le français n'est pas ma langue maternelle. Alors, ce n'est pas parce que je suis belge, c'est parce que je suis flamande. Donc, nous avons des surfaces sur lesquelles on mesure des différences, des distances. Mais quand on parle de relativité, ce qui se passe, c'est que ici c'est une impression, mais on peut on a à cause de la masse, l'espace-temps est influencé par les masses voisines et la gravitation se ressent dans cette façon de mesurer des distances. Et nous arrivons maintenant à mesurer ces distances de façon extrêmement fine. Et par exemple, pour faire du repérage global à partir de votre téléphone, dans certaines régions, on a besoin vraiment pour avoir la bonne précision, on a besoin de tenir compte de termes relativistes. Mais autre chose, c'est qu'au-dessus de grosses masses, par exemple au-dessous du continent d'Australie, il y a des densités légèrement différentes d'un endroit à un autre et les géophysiciens utilisent des mesures différentes de cette façon d'utiliser les distances pour déceler des différences de gravitation. Donc, donc, dans tous les cas que je viens de vous décrire, on a que la distance peut être écrite comme une forme quadratique dans les coordonnées et ça peut s'écrire alors en géométrie différentielle. Voici une illustration qui est bien plus récente que 1960, où un artiste montre comme quoi une grosse masse peut faire courber de la lumière, et ça on le savait depuis longtemps, mais ce qui se passe ici, c'est qu'on illustre le phénomène de lentille. Donc si on a une grosse masse, on peut voir la lumière de la même étoile de deux directions différentes, et c'est une façon d'explorer l'espace entre cette étoile qu'on voit en double, ou parfois en triple ou en quatre, et l'espace entre l'observateur et vous voyez, ici il y a une peinture murale qui a une équation clé de la relativité générale. Bon, c'était la gravitation. La mécanique quantique, qui était un autre exemple que Wigner montrait, Max Born reconnu des calculs matriciels dans les travaux de Bohr. Donc, on a d'abord des règles de calcul qui étaient un peu ad hoc, mais qui marchaient bien. Alors, Born reconnut les calculs matriciels. On a appris alors, après, à les mettre dans des espaces infinidimensionnels, les espaces d'Hilbert. Mais en fait, une grande partie de cette machine nécessaire pour la mécanique quantique s'est développée après. Donc, elle n'était pas encore prête au moment où Bohr faisait ses premiers travaux. Le théorème de Stone, la théorie spectrale, qui ont des théorèmes très importants en mécanique quantique rigoureuse, se sont développés après. Donc, on voit déjà qu'il y a
donc Wigner disait, les mathématiques, on peut les prendre comme ça et alors les utiliser partout et elles sont déraisonnablement efficaces. Parfois, et il y a beaucoup d'exemples, ce sont les phénomènes physiques pour lesquels on n'a pas de bon outil mathématique qui alors stimule le développement d'un outil mathématique qui alors prend son essor et qui, lui, alors peut être utilisé ailleurs. Mais, donc, parfois, ce n'est pas le cas qu'on a déjà l'outil mathématique nécessaire. Théorie quantique électrodynamique, c'est un domaine un peu plus récent que les deux autres. Là, il y a des développements modernes qui sont bien plus récents que l'article de Wigner. La théorie des cordes, des théories supersymétriques, que je dois vous avouer que je ne comprends pas à fond moi-même, et qui ont donné lieu à nouveau à des découvertes mathématiques et de nouvelles constructions en mathématiques. Et en fait, Ed Witten, qui est un physicien théoricien, a reçu une médaille Fields, qui est un prix très très prestigieux qui récompense des jeunes mathématiciens qui ont fait une découverte éblouissante avant l'âge de 40 ans. La plus récente médaille Fields en France, c'est sans doute Cédric Villani et aussi Arturo Avila, qui est à moitié en France, à moitié au Brésil. Donc Ed Witten est un peu plus ancien en médaille Fields, mais il a reçu une médaille Fields, un prix en mathématiques, bien qu'il est vraiment physicien, parce que sa façon de voir a introduit de nouvelles idées en maths. Et à nouveau, ce sont des développements qui se sont faits en maths et qui sont très beaux, mais à partir de questions qui venaient de la physique. Donc on voit qu'il y a un lien, la physique parfois crée ce besoin de développement de nouvelles mathématiques. Parfois aussi, elle a déjà des outils très 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 beaux qui existent et qui peuvent être mis en place, comme pour la relativité générale, la géométrie riemannienne existe déjà. Dans le discours de Wigner, un autre argument joue un rôle. Il parle d'un sens de l'esthétique. Les mathématiques sont belles et élégantes. Et en fait, tout mathématicien professionnel et beaucoup de gens qui apprécient les mathématiques, qui ne sont pas encore pas encore des chercheurs en mathématiques, ont entrevu cette beauté, cette élégance, cette façon de faire découler d'assomptions simples des choses qu'on ne voyait pas au premier abord, mais qui viennent d'une façon toute naturelle quand on sait manipuler ces concepts et on peut démontrer des choses. Claire Voisin m'a donné récemment une autre raison pour laquelle j'apprécie les mathématiques énormément, mais elle m'a donné encore une autre raison à laquelle je n'avais pas pensé. Elle me disait que quand, à l'âge de 12-13 ans, elle se sentait très puissante parce que quand elle pouvait démontrer quelque chose en mathématiques, il n'y avait aucun adulte qui pouvait lui dire que ce n'était pas comme ça. Elle l'avait démontré, c'était vrai, c'était une façon de s'affirmer. Et à cause de cette élégance. Alors, la provenance de ce sens de la beauté et de l'élégance des mathématiques est une question qui est en fait aussi esquissée dans l'article de Wigner. Et beaucoup de mathématiciens ont un peu le sens que c'est cette beauté, que les maths qu'ils étudient, etc., sont un objet abstrait qui existe et qu'ils sont en train de le découvrir. Et c'est aussi une influence enfin, c'est une opinion que j'ai eue pendant un certain moment, et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis plus de ce point de vue. Et pour cela, je vais vous parler un peu de mes travaux à moi.
Et puis nous revisiterons l'article de Wigner à la fin. Je vais vous parler des ondelettes et leurs applications, enfin certaines leurs applications, et y ajouter une réflexion sur la dichotomie. Est-ce que les mathématiques sont quelque chose qu'on découvre ou quelque chose qu'on construit? Et ça aura une influence sur notre propre perception de la beauté des mathématiques. Alors, ondelettes. Les ondelettes, voici quelques fonctions. Elles ne sont pas toutes des ondelettes, mais celles qui oscillent plus, par exemple ceci, ou celle-là, ou celle-ci, ces deux-là, et aussi celle-ci sont des ondelettes. Ceci n'est pas une ondelette, c'est une fonction, c'est une bosse. Donc, supposons qu'on a un axe x, une fonction qui comme une gaussienne, ce n'est pas tout à fait une gaussienne, mais c'est une bosse. L'intégrale sous la fonction n'est pas 0. Une ondelette a toujours une oscillation de façon à ce que la surface sous la courbe sandwichée entre la courbe et l'axe horizontal, la surface sandwichée au-dessus de l'axe et celle en dessous de l'axe sont égales. Donc l'intégrale en tout est 0. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, je vais vous parler des ondelettes, mais je vais le faire un peu avec les mains. Il y aura des formules plus tard pour ceux qui veulent absolument voir des formules. Mais je vais vous expliquer comment elles marchent en vous expliquant comment elles servent, par exemple, à décomposer des images. Et ce que nous allons voir sur des images, en fait, est une bonne illustration des propriétés des ondelettes et nous indiquera aussi pourquoi cette construction, ce concept, est utile dans d'autres circonstances qui ne sont pas de traitement d'image. Donc, pensons à une image digitale, une image. Les images, en général, sont sur nos écrans de télé ou d'ordinateur sont des écrans couleur. Donc, en général, ce que je vais vous expliquer se passe en rouge, en vert et en bleu. Donc, on a 3 couleurs, mais je vais l'expliquer pour simplement des niveaux de gris parce que c'est la même chose. Donc, si on a une image en niveau de gris, alors on a en fait quelque chose de digital, un grand rectangle ou carré rempli de tout petits carrés ou petits rectangles qui sont des pixels, et chacun d'eux a une valeur constante en gris. Pour une image à 8 bits, il y a 2 à la puissance 8, c'est 256 différents niveaux qui vont de 0, qui est noir pur, à 255, qui est blanc pur. Et alors, les 254 niveaux de gris entre eux portent les numéros de 1 à 254. Alors, voici une image où je vais illustrer une décomposition en ondelettes. Donc, je prends ici une digitalisation d'une photo d'un portrait de Van Gogh. Et alors, si j'ai agrandi de façon telle à ce que vous commencez à voir les pixels individuels, je prends une ligne ici dans cette image et il faut, je vais vous montrer comment je vais manipuler ces nombres, mais il faut imaginer qu'on va faire la même chose dans toute l'image, pas seulement dans cette unique petit intervalle de pixels. Donc, dans cet intervalle-là, les pixels ont les niveaux de gris que je vous indique ici. Cette transition de foncé vers plus clair
et la transition entre 80 et 112 ici. Les autres nombres ne sont pas identiques, mais sont plus similaires, mais il y a un gros saut là. Donc, regardons simplement un petit bout de ceci, et maintenant que j'ai cette représentation en nombre de l'image, je vais utiliser des propriétés, des calculs arithmétiques pour manipuler cette image, parce que je l'ai maintenant complètement numérisée. Donc, ce que je vais faire, d'abord, je vais utiliser cette observation que la plupart des pixels ont une valeur très proche de leur voisin. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre des moyennes, 2 à 2. Donc, si je les prends en groupe de 2 et je prends leur moyenne chaque fois, j'obtiens des nombres qui sont très proches de leurs deux parents. Et à nouveau, il y a beaucoup de similarités, donc je peux le faire encore une fois. J'ai évidemment perdu de l'information en allant des 16 nombres du départ aux 4 que j'obtiens en prenant des moyennes 2 fois. Qu'est-ce que j'ai perdu? Si j'ai un nombre A et B, et je calcule A plus B sur 2, ce qui me manque, c'est la différence entre A et B. Donc, si je calcule aussi ces différences, ce sont les nombres en rouge ici, et je peux le faire aussi pour la deuxième transition, ces nombres-ci. Alors, si on a A moins B et A plus B sur 2, on peut reconstruire A et B. Et donc, à chaque fois, à partir des nombres en rouge et des nombres noirs qui sont à la même échelle, je peux reconstruire les nombres noirs que j'avais avant. Et alors, les 8 ici, avec les différences rouges ici, suffisent à reconstruire ces 16 nombres de départ. Mais en faisant ces calculs très bêtes, qui donnent la même information mais de façon légèrement différente, j'ai fait apparaître le fait que beaucoup de ces différences sont très petites. Il y en a qui sont grandes. Et en fait, quand elles sont grandes, c'est qu'elles indiquent qu'il s'est passé quelque chose dans l'image. Il y a ce gros saut entre quelque chose de très noir à un gris plus clair, qui est alors retenu par ces grosses différences, mais les autres différences sont petites. Et je pourrais, et en fait c'est ce qu'on fait, je pourrais mettre à zéro les différences très petites et faire un recul en arrière. Je retrouverai 16 nombres qui ne seraient pas les nombres de départ, mais qui seraient suffisamment proches pour que l'image n'en soit pas trop déformée. Mais évidemment, il faut que je fasse tout ça en 2 directions, parce que les pixels sont en 2 directions. Donc, je peux calculer les moyennes et les différences dans 2 directions. D'abord, je le ferai horizontalement. Donc, ici, je prends une rangée, et pour la première rangée, la première paire me donne ça, ces 2 nombres-là. Bon, je sais bien que la moyenne de 121 et 122 n'est pas 120,5. Mais je m'étais gouré quand j'ai fait ce transparent. Et après, je l'ai laissé parce que ça n'est pas si mauvais. Les mathématiciens ne sont pas toujours tous ceux qui calculent le plus rapidement en arithmétique. En fait, c'est assez disjoint. Il y a des mathématiciens qui sont très très forts. Gauss était un génie pour le calcul rapide, mais en général, ce n'est pas très relié. Donc, je l'ai laissé. Mais on peut, alors le second nombre me donnera la seconde paire me donnera un autre nombre. Donc, cette paire-ci me donnera un second nombre. Et je le fais ainsi pour chaque rangée. Et donc, je récupère tous les nombres que voilà, à part cette erreur. Mais maintenant, je veux aussi avoir de l'information verticale. Alors, j'ai maintenant deux ensembles de nombres et je vais verticalement faire la même chose.
Donc, je regarde dans ces deux ensembles, je prendrai leur moyenne et leur différence paire par paire, et ce qui me donnera un résultat, 4 façons différentes de calculer. Et alors, qu'est-ce que ces nombres veulent dire maintenant que j'en ai 4 espèces? Il y a une espèce, celle que j'ai écrite en noir, qui correspond à prendre des moyennes en 2 directions. Dans tous les autres cas, j'ai pris au moins une différence. Ici, j'ai pris des différences aussi bien horizontalement que verticalement. Ici, j'avais pris des différences horizontalement, mais je prends des moyennes, donc en noir ici, verticalement. Et ici, j'avais pris des moyennes horizontalement, mais je différencie verticalement. Alors, quand est-ce que j'aurai des grands nombres dans ces 3 cas? Imaginons, donc avant, quand je ne faisais que quand je n'avais qu'une rangée, j'avais un grand nombre quand je passais de quelque chose de très noir à quelque chose de très blanc. Maintenant, imaginons quelque chose qui a de grosses rayures horizontales, noires et blanches. Alors, les moyennes me donneront des nombres petits si je suis dans une rangée foncée, et un nombre plus grand quand je serai dans une rangée claire. Et c'est quand je prendrai des différences verticales que j'aurai un grand nombre. Donc, des grosses rayures horizontales me donneront des gros nombres ici. De grosses rayures verticales me donneront des grands nombres, parfois en une direction horizontale, parfois dans l'autre, dépendant de si je passe du noir au blanc ou du blanc au noir. Et quand je prendrai leur moyenne verticale, comme j'aurai un nombre grand positif ici et le même nombre grand positif en dessous, la moyenne sera à nouveau grande et positive. Donc, de gros nombres, des rayures verticales me donneront lieu à des gros nombres dans cet ensemble-ci. Et ici, je retrouverai ce que je trouve si j'ai une structure comme sur un champ d'échecs. Sur un tableau, comment ça se dit, un échiquier, merci beaucoup, sur un échiquier. Donc, je trouverai des alternants, j'aurai quelque chose qui trouvera des choses diagonales. Et comme sur un échiquier, il y a des diagonales dans les 2 directions, pour les 2 fous par exemple, je trouverai les rayures en diagonale me donneront de gros nombres là. Alors, mais à nouveau, comme je le faisais en une dimension, je peux répéter l'opération. Donc, je peux à nouveau calculer ces 2 moyennes et des différences des 3 espèces. Et donc, je trouverai que mon image est celle-ci, est réduite à une moyenne, un gris moyen, plus toutes ces différences. Mais allons voir maintenant ce que ça donne sur une vraie image. Alors, j'ai ici une image de bateau, et je vais prendre une moyenne horizontale et verticale, et ça me donne une image plus petite, parce que chaque fois que j'avais 2 pixels avant, je n'en ai qu'un maintenant, et j'ai la même représentation parce que tout est la même chose, sauf un peu plus rétréci. Ici, je trouverai les différences horizontales et moyennes verticales. Et en effet, comme je vous l'avais dit, j'ai des choses qui montrent surtout les endroits où dans l'image, il y avait des choses verticales qui se passaient. Maintenant, il faut d'abord que je vous explique. Avant, j'avais mis noir pour 0 et blanc pour 255 et le niveau de gris entre eux. Mais maintenant, quand je prends des différences, je prends des différences entre des nombres qui peuvent aller de 0 jusqu'à 255. Mais l'ordre n'est pas nécessairement en croissant, donc on peut décroître aussi. Donc les différences vont aller de moins 255 jusqu'à 255. Alors pour pouvoir quand même vous les représenter en niveau de gris, je vais mettre pour le gris moyen, je vais mettre 0,
et d'un seul côté, j'aurai le blanc, et de l'autre côté, donc les traits négatifs seront noirs. Ce qui se passe, c'est que quand on montre alors à l'image les rayures blanches près des rayures noires sont beaucoup moins perceptibles. C'est pour ça que vous voyez surtout du noir là. Mais vous voyez qu'il y a presque partout du gris, c'est parce qu'il y a presque partout des nombres très petits. Alors, les différences verticales, il y a des moyennes et des différences horizontales, et ça me donne ces deux représentations-là, et vous voyez bien qu'un des deux rectangles donne des transitions horizontales, donc des rayures horizontales me donnent donc une transition entre noir et blanc horizontale me donne quelque chose ici, et ici vous voyez qu'il y a des choses en oblique qui se retrouvent. Bon, je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Donc cette image-ci, je peux la redécomposer, une deuxième moyenne, les trois espèces de différences. Cette image, cet ensemble-ci a la même information que la première moyenne que je vous avais donnée. Pour avoir toute l'information de l'image d'origine, il faut que j'ajoute cette différence-là aussi. Bon, je vais continuer. Ceci peut être représenté dans ces quatre, une petite moyenne et des différences, et il faut que j'ajoute toutes ces autres. Je recommence, et encore une fois. Hop, ça m'a disparu? Non, voilà. Donc, la représentation que j'ai à droite est la même que pour toutes ces images. Je peux reconstruire celle de gauche à partir de celle de droite. Alors, ce qui se passe, essayons de comprendre un peu mieux. Je vais vous montrer maintenant, puisque je vous dis qu'on peut toujours reconstruire, la reconstruction à partir de parties. Donc, si je n'avais que les coefficients qui sont ici en haut, seulement ceux-là, je reconstruirais ceci. Et là, je dois vous confesser que je vous ai berné un tout petit peu, parce que je parlais de moyenne en paires et différence en paires. Si c'est réellement ce que j'avais fait 5 fois de suite, la reconstruction à partir de seulement les moyennes devrait me donner des carrés de 32 sur 32 qui devraient être complètement d'un gris uniforme, alors que ce n'est pas le cas. Il est clair que l'image est floue, mais elle n'est pas vraiment constante par morceau. La raison en est que je n'ai pas vraiment pris des moyennes simplement en prenant 2 pixels et les ajoutant en divisant par 2. J'ai pris des moyennes qui sont des moyennes pondérées, donc où on utilise les deux au centre et leurs voisins, et on décroît. On prend en fait, dans ce cas-ci, on prend 7 pixels et on prend une moyenne pondérée des 7 pour. Et alors on saute de 2 et on prend, etc. Donc c'est la même décimation de 2 que j'avais avant, mais mes moyennes sont un peu plus sophistiquées. Et du coup, ça veut dire que j'arrive mieux à capter des variations douces dans l'image et qui alors sont rendues de façon plus fidèle dans leur reconstruction. Alors, j'ajoute maintenant une première couche de détails et je néglige tous les autres détails fins. Et vous voyez, chaque fois que j'ajoute une couche de détails, l'image devient plus nette. Et encore, et voilà l'image parfaite. Donc je n'ai rien perdu en faisant ma décomposition jusqu'à maintenant. Pour construire ces pondérations, là il y a pas mal de mathématiques qui sont cachées en dessous. Donc il y a toute une construction pour montrer qu'on peut le faire, qu'on peut faire cette décomposition, avoir une reconstruction facile, qu'elle s'accommodera bien des parties douces, etc. Donc ce n'est pas tout à fait évident
de comment le faire. Et donc, il y a là cette construction qui a été faite en collaboration avec Albert Cohen, qui est ici dans la salle, et Jean-Pierre. C'était Jean-Pierre ou Jean-Christophe Fauveau? Jean-Christophe Fauveau. Ces noms, des noms composés, je m'y perds toujours. Et ce sont des ondelettes qui, en fait, les ondelettes que j'ai illustrées ici sont celles qui font partie du standard JP 2000 dont il a été mention tout au début. Donc, si vous voyez de la compression d'image qui se termine en JPEG, et c'est la plupart des images comprimées par votre téléphone, c'est du JPEG normal, ou sur Instagram par exemple. Donc c'est une plus vieille, c'est un plus vieux standard, mais pour le cinéma digital, pour les transmissions à haute résolution des événements sportifs et pour certaines applications sur Internet, on utilise la compression JPEG 2000 et on utilise les ondelettes que je vous démontre ici. Donc, voyons encore un peu de plus près de ce qui se passe. Pourquoi est-ce intéressant pour la compression d'image? Pourquoi est-ce que JPEG 2000 utilise ces ondelettes? Regardons deux plages de l'image. Une plage au ciel et une plage dans la toile, dans la voile. Le voile, la voile, le voile. La voile, la voile. Je ne suis pas voilière. Et je vais vous montrer à nouveau la reconstruction, donc en ajoutant d'abord grossière et puis ajoutant des détails. Et regardons dans la voile. Donc, tout d'abord, c'est très mauvais. On rajoute, et on commence à deviner, mais il est clair qu'on a besoin de tous les détails possibles avant que l'image ne soit vraiment bonne. Regardons. Pardon, je suis en train de descendre. Et regardons maintenant dans le ciel. Donc, on ajoute. Et déjà, ici, même sur mon écran, et mon écran donne une meilleure résolution que, que sur cette projection, je ne vois plus de différence entre ces deux niveaux-ci, dans le ciel. Et donc, même aller plus loin ne donne pas de différence. Donc, en fait, ça se voyait déjà dans... voilà. Bon, je vais aller plus loin. Ça se voyait déjà ici dans la décomposition, parce qu'il est clair qu'ici, dans cette région-ci de la voile, on retrouve des détails à tous les niveaux. Il y a des coefficients grands dont on a besoin. Tandis qu'ici, dans le ciel, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on peut s'arrêter avec des coefficients déjà à très grosse échelle, et on a déjà très bien fait. Et en fait, c'est pour ça que les ondelettes sont bonnes pour la compression. Si je n'utilise, donc, à partir de tout ce que j'avais ici sur la droite, je peux reconstruire l'image de gauche. Mais je pourrais m'astreindre à seulement les coefficients grands. Donc, oublions ceux qui sont petits, mettons-les à 0 et reconstruisons quelque chose qui ne sera plus l'original. Mais, par exemple, si je n'utilise que les coefficients que j'ai coloriés en rouge ici, je trouve l'image de gauche. Non, elle n'est pas parfaite. Je vais alterner entre l'image parfaite et vous voyez, elle n'est pas bonne. Regardez le deuxième 5 dans le numéro, dans la voile. Donc, on rate des choses. Mais remarquez que je n'ai qu'environ 3%, donc environ 1/32e du volume de départ. Au départ, j'avais 8 bits par pixel. 1/32e, ça veut dire que je n'ai retenu qu'en moyenne 1 bit pour 4 pixels. J'en avais 32 avant pour 4 pixels, maintenant je n'en ai que
en moyenne environ 1. Si je avais fait ça avec mon image, prenant simplement un 1 ou un 0 pour chaque bloc de 4 pixels, j'aurais quelque chose de terrible. Mais en n'ayant pas plus d'informations en mémoire que pour cette version-là, j'obtiens une image presque parfaite. J'ai utilisé le fait que l'image elle-même avait beaucoup de redondance et je l'ai utilisée de façon intelligente avec cette transformation de lettres. Si je prends un peu plus de coefficients, j'ai une image parfaite. En fait, ce n'est pas tellement dur avec 10% de la mémoire d'avoir une image parfaite. Et le vieux standard JPEG le faisait parfaitement. Et c'est pour ça qu'en fait, il est très utilisable pour beaucoup d'applications en pratique. Mais si on veut avoir une application où si la bande passante devient un peu moins bonne de temps en temps, l'image n'en souffre pas trop, alors c'est une chose qu'on peut faire avec JPEG 2000 et qu'on ne pouvait pas faire avec JPEG. Donc, parce que comme en ne mettant les détails que là où on en a besoin sur les bords et en ne mettant pas d'énergie là où tout se passe de façon douce, on est beaucoup plus économe. Et cela peut mener à, comme tout est très local dans l'algorithme, on peut utiliser les ondelettes pour récupérer de l'information de façon très locale. Une autre chose qui n'est pas possible avec le standard avant. Donc, par exemple, si à partir de l'image très grossière, on pourrait imaginer des recherches de données dans des bases médicales à distance, où on ne veut pas tous les détails, mais on veut pouvoir suivre, par exemple, les rayons X d'une tumeur au fur et à mesure par le médecin dans la petite pratique rurale qui ne peut pas récupérer parce qu'il ne veut pas attendre tout ce temps pour les gros fichiers, mais il voudrait voir une petite zone dans les images. Donc, imaginons que je voudrais récupérer ce qui se passe ici sans vouloir attendre que toute l'image se charge. Alors, je peux indiquer que cette zone-ci m'intéresse. De l'autre côté, on peut déjà colorier les coefficients correspondants et ne s'occupant pas des autres, et on m'envoie ceux-là, rien que ceux-là, et on voit que cette zone devient très nette, alors que le reste, je ne gaspille pas d'efforts. Donc, bon, ça a été utilisé pour faire une analyse de données. Toute première application, déjà tout au début des années 90, était la compression d'empreintes digitales. Dans des empreintes digitales, j'ai un peu de temps, mais plus beaucoup. Dans les empreintes digitales, ce qui est important pour vraiment avoir une bonne reconnaissance, ce n'est pas seulement les lignes, mais c'est aussi leur géométrie et le fait qu'il y ait des lignes qui se terminent, le fait qu'il y ait des petits îlots, le fait que les pores de transpiration se trouvent aux endroits qu'on montre, etc. Et si on comprime cette image avec des ondelettes, voici ce qui en sort. Ce n'est pas l'idéal, mais la même compression avec du JPEG standard donne une beaucoup moins bonne reconnaissance. Ça, c'était la toute première application. Maintenant, elles sont utilisées dans beaucoup d'autres domaines et, comme je vous ai dit, dans le cinéma digital, etc. Alors, mathématiquement, à quoi correspondent ces manipulations? En fait, c'est au départ, supposons qu'on ait une fonction qui peut avoir des endroits très doux et des transitions abruptes. On a d'abord, nous l'avons digitalisé, donc on l'a rendu constante par morceau. Alors, chaque fois, on a
on est passé à une approximation un peu plus grossière en prenant la moyenne. Je retourne au premier système et je le fais plusieurs fois de suite, chaque fois que je prends des moyennes plus grossières. Et les différences entre approximations successives sont toujours un zigzag qui monte autant qu'il descend ensuite, parce qu'on a pris la moyenne. Donc, ce sont des petites fonctions avec des amplitudes différentes de cette façon-ci. Et tout ensemble, elles me donnent la différence entre une approximation et une suivante. Et ainsi de suite, et encore. Et ce qui se passe, c'est qu'il est clair que ces différences à différentes échelles ont un air de famille. Elles sont toutes le résultat de prendre une fonction qui fait un zigzag digital comme ça, mais à petite échelle, à plus grande échelle et à encore plus grande échelle. Donc on a vraiment montré que les fonctions pouvaient se décomposer dans des petits blocs Lego de ce type. Et alors, bon, je vous disais qu'il y avait des formules pour ceux qui voulaient des formules. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut montrer qu'on peut décomposer n'importe quoi de cette façon-ci. Donc, ce que je vous ai fait pour des images, on peut le faire pour des fonctions, pour des opérateurs, pour des tas de choses qui ont un intérêt pour les mathématiciens. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ces successions, cette procession de succession à échelle de plus en plus grossière et de regarder ces différences. Alors, à partir de ce qui se passe, si les différences croissent très vite, on sait qu'il y avait des nuages, que c'était très doux. Si les détails ne décroissent pas très vite, on sait qu'il y avait des bords qu'il fallait reconstruire et pour lesquels on avait besoin de tous ces détails. Donc on peut déduire des propriétés locales des fonctions à partir de leur décomposition en ondelettes. Et bon, je ne vais pas parler davantage de tout ceci. Donc, je vous ai montré comment marche une décomposition en ondelettes. J'espère vous avoir montré qu'il y a un très bel algorithme, que c'est très facile de comprendre ce qui se passe. Pour démontrer tout ça, il faut des mathématiques que je n'ai pas le temps de vous expliquer et qui sont un peu poussées. Mais pour arriver à tout ceci, pour démontrer tout ceci, il est clair que quand on travaillait à développer ces mathématiques, on avait l'impression de construire cette base. Ce n'est pas qu'elle existait dans l'espace quelque part et qu'on l'attrapait au vol, etc. Ce n'est pas, on la construisait et d'autre part, j'ai fait des travaux qui se portent beaucoup plus à la physique mathématique. Et là, tout le monde aurait, moi-même, à l'époque où je travaillais dans ces domaines, j'aurais trouvé que c'était un travail de découverte de structures mathématiques qui existaient. Mais l'impression intérieure que j'avais en faisant le travail était exactement le même. J'ai trouvé autant de beauté dans la construction de ces ondelettes qui étaient adaptées à de la technologie et donc qui étaient vraiment construites. Le sens de l'émerveillement au moment où vraiment tout marchait, parce qu'on n'était pas sûr au départ que ce serait possible, était tout aussi prononcé et la joie tout aussi grande qu'au moment où j'avais découvert des façons de faire des calculs en mécanique quantique. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'y croyais plus à cette philosophie de les maths sont tellement belles, et ces très beaux objets abstraits qu'on découvre, qu'on décortique,
qu'on libère de quelque chose de plus compliqué. Je sais maintenant que c'est ma conviction intérieure, que toutes les mathématiques que nous faisons, nous les construisons, elles sont toujours aussi belles, mais ce sont des concepts abstraits que nous construisons pour comprendre les choses. Et à ce moment-là, la question de Wigner, pourquoi les mathématiques sont-elles si extraordinairement efficaces pour faire des sciences naturelles, devient presque une non-question, parce que tout d'abord, à quoi comparons-nous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour décrire à ce point détaillé les sciences naturelles que les maths? Les maths sont la façon que nous avons pour abstraire des concepts, pour voir des raisonnements que nous utilisons dans certains contextes et que nous voyons peuvent aussi être appliqués dans d'autres contextes. Et du coup, on leur donne un nom, parce que c'est plus facile pour en parler que de tout le temps dire « vous voyez le raisonnement qui commence, etc. » Donc on en parle, ces raisonnements, ces concepts deviennent des amis, on a une intuition, mais ce n'en sont pas moins des choses qu'on a construites. Tout comme si je tricotais une chaussette etc., je peux dire cette chaussette rouge plutôt que de dire la chose que j'ai faite avec un fil rouge pendant 3 heures, etc. Mais c'est un objet que j'ai fait. Et cet objet peut être très utile. Et là, je trouve que nous faisons avec les maths exactement ce que tout le monde fait, tout le temps avec tout. Nous utilisons tout le temps des choses en dehors de leur contexte. Ça s'appelle la créativité. De faire des choses de façon différente, de le voir un autre rôle que celui pour lequel cette chose avait été développée au départ. Donc, ma conclusion, c'est que les maths sont très belles, elles sont très humaines, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous construisons pour comprendre les choses, et il est normal alors qu'elles soient si efficaces. C'est pour ça qu'elles ont été faites. Bon, je vous remercie. Bien, merci beaucoup Ingrid. Donc on va passer avec les micros pour les gens qui auraient des questions. Donc n'hésitez pas. Donc, vous levez la main et normalement on accourt. Oui, merci pour le très bel exposé. Je me posais la question, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement simplement réconcilier le point de vue un peu classique, platonicien des mathématiques et celui que vous faites vôtre aujourd'hui, en disant qu'un mathématicien crée, en fait, il crée un chemin, en fait, la création qui est similaire à la création d'objets, qui est similaire à un travail d'un architecte. On crée des chemins, mais que derrière, il y a une vérité qu'on découvre qui est intemporelle, quelque part. Et il est question aussi de l'unicité, en fait, des objets que vous n'avez pas abordés. Enfin, si les objets sont... Il peut y avoir des objets qui sont uniques, quelque part, je sais pas, les espèces de Hilbert qui ont toutes des propriétés que vous connaissez mieux que moi, mais il peut y avoir des chemins différents, et ça pourrait réconcilier, enfin c'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais... Oui, je conçois qu'on peut avoir ce point de vue, mais pour moi, c'est les réalités qui existent, c'est plutôt la physique. Et nous construisons des façons de comprendre, de faire une synthèse de ce que nous observons. Et le langage que nous utilisons pour le faire sont ces maths. Mais pour moi, ce n'est
pas nécessairement le cas. Et c'est un problème parce que si jamais nous rencontrons des extraterrestres, ils pourraient avoir des maths complètement différentes. Et enfin, pas des façons de comprendre totalement différentes. Et donc... oui, je crois vraiment à ça. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais enfin, c'est pas que je m'attends à rencontrer des extraterrestres tout de suite, mais je crois réellement que qu'il y a qu'il y a beaucoup plus de culturel dans les maths que nous croyons. Et je vais vous poser une question beaucoup plus comment dire, beaucoup plus simple. Pourquoi on appelle ça des ondelettes? Ah, parce que, comme je vous disais, elles doivent avoir une intégrale 0. Il y a des raisons mathématiques pour cela. Et si on veut qu'elles soient bonnes pour une approche où on sépare très bien les côtés doux avec les côtés très pointus, il faut en fait non seulement qu'elles aient une intégrale 0, mais aussi qu'elles oscillent un peu. Mais d'autre part, on aimerait bien, pour avoir justement cette approche locale que je voulais illustrer, qu'elles soient bien confinées. Donc, elles doivent avoir un peu d'oscillation confinée. Donc, elles sont comme une petite onde, et de la ondelette. Ou wavelet en anglais. Bonsoir. Bonsoir. Moi, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris, du moins. Oui. Est-ce que le développement du format JPEG, s'est fait exclusivement grâce à vos travaux sur les ondelettes, ou il y a eu plein d'autres choses qui sont rentrées en compte pour développer? Oh, il y a évidemment plein de choses. C'est un standard d'ingénierie. Donc, il n'y a pas seulement le JP2, il y a aussi... parce que, bon, l'illustration que je vous ai donnée, c'est de dire qu'on annule certains coefficients et je vous montre que cela donne une bonne reconstruction. Mais en pratique, on ne fait évidemment pas ça. On a un certain budget, bit budget, et on alloue des bits. Et ça, c'est toute une autre chose. Et il y a des arguments de théorie de l'information qui entrent. Il y a toujours énormément d'autres choses. Mais la différence de base entre JPEG standard et JPEG 2000 était la différence entre utiliser des théories basées sur Fourier ou des théories basées sur les ondelettes. Et ça correspondait à un changement de paradigme, de voir comment... Parce que utiliser le JPEG standard, c'était basé sur l'idée que la classe de toutes les images qu'on peut regarder est une classe invariante par translation. Ça ne veut pas dire que l'image est invariante par translation. Il est clair que si je prends un snapshot comme ça ou comme ça, c'est différent. Mais la classe de toutes les images que j'ai, celle-là et celle-là et celle-là et celle-là, sont toutes dedans. Donc la classe, ce sera invariante par translation. Et donc ça avait motivé une approche d'utiliser des transformés de Fourier, en fait, qui sont à la base de JPEG standard. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien avoir une base dans laquelle les coefficients eux-mêmes choisissaient les gros coefficients et laissaient tomber les petits. Et donc ils s'adaptaient à l'image et ça donnait une autre façon d'approximer. C'est la différence en mathématiques qu'on appelle linear et non-linear approximation. Mais du coup, les ondelettes étaient une solution plus adaptée à cet autre paradigme. Et après coup, on s'est réalisé que c'était un premier exemple d'une situation qu'on trouvait ailleurs. Donc maintenant, nous avons beaucoup de représentations creuses, donc où les données elles-mêmes choisissent quels éléments utiliser pour être représentés de façon très efficace. Et ça a mené à de nouveaux développements technologiques qu'on appelle compressed sensing
Et il y a même des soupçons comme quoi une chose similaire se passe dans les réseaux neuronaux qui sont tellement en vogue actuellement. Mais bon, personne ne les comprend réellement. Mais donc, c'était les ondelettes sont l'apport, vraiment le changement de paradigme entre JPEG et JPEG 2000. Oui, c'est moi ici. Oui, d'accord. Ah, voilà. D'accord, je suis désolée, moi je vois très... Pour recentrer, disons, la discussion autour du thème central, je voudrais savoir si vous avez quelque chose à nous dire sur le texte de Wigner. Ah, sauf, oui, que je ne suis plus d'accord avec son texte. Que je ne suis plus d'accord avec son texte, que la raison pour laquelle, donc, avec le point de vue qu'il défend, le point de vue que c'est tellement étonnant que les maths soient tellement efficaces à décrire les natural sciences, les maths sont ce que nous avons construit pour les comprendre. Parce que nous aimons les maths, nous construisons beaucoup d'autres choses à partir de ces mêmes maths, etc. Mais la question aussi est comparée à quoi? Qu'est-ce qui serait plus efficace? Nous n'avons rien d'autre. C'est la façon de comprendre. Il y a eu des discussions. Je sais, il y a énormément de discussions. Et avec philosophes, etc. Et il y a je vous dis simplement, c'est une mathématicienne, un texte. C'est mon point de vue. Oui, il y a une question là. Toujours à propos du JPEG, quand vous parliez, vous disiez, est-ce que le fait d'utiliser des ondelettes, ça pourrait nous permettre de supprimer un objet dans une image, de l'effacer et de reconstruire ce qu'il pourrait y avoir sans? Pour faire quelque chose de ce genre, j'utiliserai pas seulement les ondelettes, mais j'essaierai de retrouver une façon très efficace de représenter cet objet. Mais déjà, on peut le faire. Des petits objets, c'est assez facile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une technique qui s'appelle inpainting et qui a été basée sur ce qu'en fait font des conservateurs dans un musée quand il y a un petit fragment d'une peinture qui est parti. Ils reconstruisent en partant de ce qui est autour, ce qui devait être à l'intérieur. Donc, quand il y a un petit objet, par exemple, un exemple qu'on trouve dans la littérature et que vous trouvez certainement sur Internet, c'était quelqu'un qui faisait un bungee jump. Donc, on voyait la personne qui pendait de la corde et qui allait, etc. Et on avait enlevé la corde, donc on avait l'impression qu'elle s'envolait ou pire. Mais donc c'est très possible de le faire. Et en fait, pour faire des choses comme ça, il y a des gens qui sont des magiciens en Photoshop pour manipuler des images. Et ces outils dans Photoshop sont basés sur des compositions en ondelettes et autres. Oui. C'est une question toute simple. Avec cette nouvelle philosophie, comment vous définissez les mathématiques? Mais comment le définissiez-vous avant? Pour moi, les mathématiques sont sont la discipline qui consiste à identifier des raisonnements qu'on utilise dans un certain cadre et qu'on aimerait aussi pouvoir utiliser ailleurs. Et alors on commence à les décrire. On commence à décrire, tiens, je peux déduire certaines propriétés parce que j'ai ceci, etc. Alors donnons un nom à cet objet.
à cette chose qui a ses propriétés. Et alors je peux reconnaître cet objet dans d'autres circonstances et je peux alors en déduire d'autres choses dans cet autre cadre. Et donc c'est pour moi une façon d'identifier des structures et leurs propriétés et des conséquences, et de les identifier parce qu'en fait elles sont tellement utiles. Donc je ne sais pas si c'est une réponse, ce n'est pas une réponse très articulée, mais c'est vraiment... C'est quoi ? La logique fait certainement pour moi une partie de la mathématique, mais c'est plus que la logique. Je veux dire, le fait de commencer à nommer des objets et les décrire et de les étudier parce que leurs propriétés sont belles et on aime à faire ce jeu, etc. Et alors, une fois qu'on les a bien comprises, quand on reconnaît cet objet, on peut transmettre tout ce qu'on a compris dans cet autre cadre et ça peut mener à d'autres applications, d'autres conclusions. Moi, j'avais une question par rapport à la réponse à la première question que vous avez donnée. Je suis là. Enfin, bon. Oui. Là. Vous avez dit que vous auriez peur que si on rencontrait des extraterrestres, ils auraient des maths totalement différents des nôtres. Mais je comprends pourquoi c'est une crainte, en fait. Toujours, quand on a rencontré une autre civilisation, tout ce qu'on avait et tout ce qu'ils avaient, chacun, on a appris le meilleur de l'autre. Oui. Et vous ne pensez pas qu'ils arriveraient pareil si on rencontrait des maths différents ? On apprendrait. Et ça nous ouvrirait l'esprit et on apprendrait, certainement. Donc je ne crois pas que ce serait toujours qu'on ne se comprendrait pas, mais je pourrais concevoir qu'ils aient des façons de regarder des choses très simples auxquelles nous n'avons pas encore pensé et qui alors nous enrichiraient et nos façons les enrichiraient à eux. Mais je ne crois pas je ne crois pas à ces objets qui existent et concernent complètement. Je crois qu'on construit des façons de voir. Et on le fait dans beaucoup de choses. Bon, j'utilise aussi mon analyse d'image pour construire des outils que les conservateurs de l'art peuvent utiliser ou les historiens de l'art dans leurs études. Mais ça m'amène à discuter parfois avec eux. Et il y a un célèbre faussaire d'art, Van Meegeren, qui avait fait des faux Vermeer. Et il a été arrêté après la Deuxième Guerre pour collaboration, parce qu'il avait vendu des Vermeer aux Allemands. Et alors, il dit, oui, mais en fait, ce n'est pas le cas, c'est moi qui les avais peints. Il dit, oui. Alors, il dit, mais c'est vraiment moi. Et alors, en prison, il en a refait. Et en fait, il y en avait déjà un qu'il avait fait avant la guerre et tout le monde avait considéré que c'était un vrai Vermeer, un Vermeer au début de sa carrière, mais un vrai. Et alors, ils se sont rendus compte que, donc, il disait la vérité, etc. Mais ça, c'est une petite histoire. Mais ce qui est étonnant, c'est que maintenant, quand on regarde ces peintures que des experts avaient cru être des Vermeer, on se demande comment est-ce qu'ils avaient pu se tromper, comment est-ce qu'ils n'ont jamais pu croire que c'était des vrais Vermeer. Et je leur ai dit, mais comment est-ce possible? Est-ce que ces tableaux ont tellement changé, ont détérioré? Et ils me disaient, non, c'est que nous regardons maintenant les toiles d'une façon différente. Et ils ont beaucoup d'exemples, j'ai oublié les autres, mais... donc, même la façon de regarder, de poser un regard sur un objet, un vrai objet, et je ne parle pas de l'interprétation qu'on a parce qu'on ne connaît pas la culture, je parle de dire cet objet-ci est similaire à celui-là.
celle-là peut changer de façon culturelle. Donc, je crois qu'en maths, le goût change. Il y a des choses que les gens trouvaient passionnantes avant et qui ne nous intéressent plus. Elles sont toutes aussi vraies, et alors il y a des choses que nous ne comprenons pas encore et que des générations après nous, ils se demanderont pourquoi on était si aveugle de ne pas le voir. Un autre exemple, chaque enfant apprend à l'école primaire, aux États-Unis en tout cas, the number line. On voit comment mettre les nombres en ligne, et on voit très bien où mettre racine de 2, etc. Et on apprend la représentation décimale de nombres. Donc il n'est pas difficile de concevoir un nombre qui aurait des décimales et qu'on ajoute des décimales comme pi qui ne se répètent jamais, etc. Donc dans le cadre que nous avons de représenter les nombres, c'est déjà quelque chose qui nous est très familier. Pour les anciens Grecs, ce n'était pas du tout le cas. Il y a des historiens des mathématiques qui disent que Eudoxus ou Archimède avaient déjà une entrevue, avait déjà une intuition sur les nombres irrationnels, mais c'était les tout grands mathématiciens, ils ne l'avaient pas articulé. Tandis que maintenant, ça fait partie de notre culture. Ça ne veut pas dire que tout enfant comprend que R est la complétion par rapport aux séries de Cauchy de Q, mais le fait d'écrire, déjà notre écriture des nombres nous rend certains concepts beaucoup plus intuitifs que d'autres. Moi, c'était une question par rapport au fait de savoir si c'est les mathématiques qui servent le réel. Ici. Le micro, il tourne un petit peu après. Ok, d'accord. Donc juste pour savoir si c'est les mathématiques qui servent le réel ou le réel qui sert les mathématiques, quel est l'avis de la communauté scientifique selon vous? La plupart des gens ne sont pas d'accord avec moi, je crois. C'est pour ça que je voulais et je crois que monsieur ici au premier rang est un peu indigné par ce que je dis. Donc beaucoup de mathématiciens croient réellement que nous découvrons des objets. Les mathématiciens appliqués, certains d'entre eux ont eu la même expérience que moi, donc comme quoi des choses qu'ils faisaient et qui donnaient autant de satisfaction intérieure s'ils ont travaillé dans les deux domaines que des maths plus pures étaient vues comme construites. Et alors on se dit, oui, mais d'où ça vient? Ce sentiment, c'est un sentiment que nous reconnaissons, ce sentiment d'émerveillement, de reconnaissance de beauté, etc., qui n'est peut-être pas relié au fait que c'est réellement un objet bien défini que nous découvrons. C'est un sentiment intérieur. Mais ça ne diminue en rien mon enthousiasme pour les mathématiques ou mon appréciation de la beauté. Bon. Madame, je voudrais vous poser la question suivante. Votre système de pensée est fondé à partir d'un certain nombre d'objets et votre mathématique est fondée sur des objets. Si je pense à Aristote qui dit « il y a » et « il n'y a pas », et si dans cette deuxième partie je dis « il n'y a pas », comment fondez-vous une mathématique sur le « il n'y a pas » ? Voilà ma question. Oh là là mais voilà, j'avais bien mérité en m'aventurant sur un domaine près de la philosophie comme ça. Moi, je pratique les mathématiques.
je travaille dans les mathématiques, je construis des choses, je démontre des choses, j'en discute avec des amis, etc. Nous avons un langage commun. Parfois, nous ne comprenons pas tout de suite et alors on explique. Donc, je vis ces mathématiques. En général, je ne me pose pas la question de comment je définis. Ce n'est que quand on m'a demandé de choisir un texte que je me suis souvenu de ce texte de Wigner et je me suis dit ça donnera lieu à une bonne discussion, ce qui est le cas. Mais donc, je me faufile là, je me rends bien compte. Mais oui, toujours sur le débat construit-découvert, je suis un petit peu étonné de votre position parce que, par exemple, au début, vous présentez pi. Est-ce que pi est vraiment construit? Est-ce que la formule E puissance i, pi égale moins 1, c'est une construction et pas une découverte? Est-ce que toutes les formules qui existent en maths ne sont pas seraient des constructions et pas des découvertes? Toutes les relations remarquables, etc., il y en a des dizaines de milliers. Donc oui. Je suis un petit peu étonné peut-être le cas que vous nous démontrez était peut-être à la limite, ou alors peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Il y a des cas où on découvre et il y a des cas où on construit. C'est peut-être le cas qu'on a les deux. En fait, je crois que ce que nous construisons, c'est peut-être l'analyse complexe. Et alors, une fois qu'on a construit un cadre, il y a des tas de choses, des conséquences de la construction qui suivent. Et donc, et parfois elles peuvent suivre la formule que je vous ai donnée sur la somme des inverses des carrés des nombres impairs. Elle peut être déduite d'un grand nombre de façons complètement différentes. On peut utiliser l'analyse de Fourier, donc elle se recoupe. Et c'est très agréable. Mais pour moi, ça veut dire qu'on a construit des univers dans lesquels on peut alors, de façon très consistante, déduire des choses. Une fois qu'on a l'univers, le reste suit dans cet univers. Donc, on découvre alors des choses dans cet univers. Mais nous construisons les univers. Il y a les deux. Oui. Et un peu les deux. Donc. Un peu les deux, oui. Bonjour. Bonjour. C'était pour vous demander si quand vous travaillez, quand vous comprenez quelque chose ou que vous faites une découverte, c'est plus d'un coup, sur un moment où vous dites « Ah, c'est ça » ou oui. C'est plus petit à petit? C'est les deux, à nouveau. Ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, on espère, on commence à sentir qu'on est proche, mais ça n'y est pas. Et donc, on travaille et on a vraiment l'impression parce que je suis très visuelle dans mon imagination. On a l'impression de ciseler, donc de trouver, de cerner de mieux en mieux. Et en général, alors, la façon dont tout marche tout d'un coup, c'est comme on avait un puzzle avec des aimants et tout à coup, quand c'est suffisamment proche, tout est en place. Et c'est un sentiment fantastique. Je veux dire, je dis à mes étudiants toujours, si vous avez un moment comme ça, il faut à fond l'assumer et prendre toute la joie, parce que primo on pourrait faire une erreur. Donc déjà, donc on revient en arrière, on voit si c'est réellement bon et s'il n'y a pas d'erreur et si c'est réellement vrai. Alors on a l'impression de savoir quelque chose, d'avoir fait quelque chose qui n'était pas encore fait avant. Parfois on se trompe là aussi, mais enfin. Mais ce qu'il y a, c'est que
même si tout colle, on comprendra encore mieux plus tard, parce qu'on regardera encore d'autres aspects, etc. Et donc, on regarde plus à fond. Et au bout de 2 semaines, on a l'impression qu'on aurait dû voir ça bien avant. Je commence à trouver que j'étais vraiment bête de ne pas l'avoir vu plus tôt. Donc ce high, cet énorme sentiment de joie, il est très grand, mais il ne dure pas jusque... mais au moment où on comprend mieux et où le résultat devient plus naturel, etc., on est déjà dans la foulée d'autres choses. Donc, et c'est comme ça que les mathématiques croissent. Je vais vous poser une question qui n'a rien à voir. Il y a ici 150 lycéennes et lycéens qui vont commencer des études supérieures dans 6 mois ou dans 1 an et demi, qui ne vont pas tous devenir mathématiciennes ou mathématiciens, mais qui sont intéressés par les sciences. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire avant ce voyage qu'ils vont entamer? Que c'est un voyage extraordinaire. Et que même si vous ne faites pas d'études de maths, j'espère que vous n'abandonnerez pas votre intérêt pour les mathématiques pour autant, parce que en fait, les sciences deviennent de plus en plus de sciences ont besoin de mathématiques. Il y eut une époque où en biologie, on avait besoin de très peu de mathématiques, mais ce n'est déjà plus le cas. Et donc, mais de toute façon, faire des études en sciences, c'est de découvrir et d'apprendre des choses et de travailler avec les autres. Pour moi, c'est une des grandes joies de la vie. Encore maintenant, c'est quand je travaille avec des collaborateurs et qu'on est en train d'esquisser des idées et de se comprendre à demi-mot et on explique avec les mains et sur le tableau, etc. Quand je sens mon cerveau travailler en concert avec les autres, c'est là que je me sens le plus heureuse. Puisqu'il y a des filles, est-ce que vous auriez un message particulier pour les filles? Ne vous laissez pas décourager. Les filles, je ne sais pas, peut-être qu'en France ce n'est pas le cas, mais je sais qu'en Belgique et aux États-Unis, les jeunes femmes, et c'est toujours difficile, c'est toujours dangereux de généraliser, mais en moyenne, les jeunes femmes sont moins sûres d'elles, ont moins l'impression qu'elles sont vraiment bonnes que les jeunes hommes. Je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je crois que c'est complètement culturel, mais ne vous laissez jamais, jamais, jamais décourager. Primo, et c'est vrai pour jeunes hommes, mais aussi bien que jeunes femmes, vous êtes toujours la seule personne que vous connaissez de l'intérieur. Donc, vous connaissez toujours plus vos faiblesses que les autres. Donc, on n'a jamais vraiment de bonne base de comparaison. Et donc, si vous savez que vous avez des faiblesses, tout le monde en a. C'est simplement que vous connaissez les vôtres de façon beaucoup plus agrandie. Mais d'autre part, s'il y a des choses qui pourraient être intéressantes, pour lesquelles il faut s'inscrire, des programmes d'été, des bourses, etc., n'hésitez pas à le faire si vous croyez et si vous croyez que vous n'avez pas beaucoup de chances de le faire, essayez quand même. C'est à eux de décider. C'est pas à vous si vous n'essayez pas de faire partie de ce monde, ce sera déjà décidé par le fait que vous rejetez ce vœu de vouloir participer. Donc, ne vous laissez jamais décourager. Soyez obstinés, ayez de l'ambition. Et vous verrez, il y a un énorme monde à découvrir. Et j'espère... je n'ai pas encore fini ma carrière, mais je suis quand même vers la queue, je crois. J'ai 64 ans maintenant.
Mais j'espère, quand j'abandonnerai réellement une carrière scientifique, que certaines d'entre vous seront là déjà pour prendre la relève. Allô ? Oui. Ça m'ennuie un peu de revenir à Wigner après ce que vous avez dit, parce que je vous soutiens complètement. Et je suis père de 3 filles, et vraiment, il y a des biais culturels qui font que... J'ai ma fille qui maintenant fait des maths, et elle a failli pas faire de maths. Et c'est dû à des biais culturels avec des parents scientifiques et dont un mathématicien. Donc, la façon dont ça s'exprime, c'est très subtil. Elle est capable d'en parler. Donc, voilà. Bon, mais alors, pour revenir à Wigner, il y a quand même un point où... parce que je vous comprends très bien dans votre évolution telle que vous l'avez décrite. Mais il y a quand même un point où je partage son étonnement. C'est pas tellement sur le fait que le langage mathématique soit aussi efficace, les mathématiques soient aussi efficaces pour décrire les sciences naturelles. Moi, c'est sur le fait qu'il en faille aussi peu pour décrire autant dans les sciences naturelles. Parce que, par exemple, en mécanique quantique, on arrive à peu près à se débrouiller de 10-43 secondes après le Big Bang jusqu'à maintenant, et sur 14 milliards de temps, et à peu près 46 milliards d'années-lumière pour ce qu'on peut voir de l'univers observable. Et ça, avec des mathématiques très compliquées, mais c'est rien du tout. Je veux dire, les livres qui parlent de ça tiendraient largement derrière vous, là, avec des étagères en hauteur. C'est très très peu. Et donc, là, je reste étonné. Ouais, je suis d'accord avec vous que ce qui est merveilleux, c'est qu'on arrive à comprendre. Mais mon point de vue, c'est que ce que nous appelons mathématiques, c'est justement les concepts, les frameworks que nous reconnaissons dans plusieurs endroits. Et donc dire, oh, voyons, c'est bizarre que ça peut être utilisé dans plusieurs endroits, c'est un peu un cercle vicieux. C'est que c'est tellement peu, il faut quand même toute une vie pour apprendre. Enfin, moi, j'ai encore plein de maths que je n'arriverai pas à apprendre avant la fin de ma vie. J'aimerais apprendre bien davantage que je ne connais. Donc, et on explique des choses, et en effet, mais donc ce qui est remarquable, c'est qu'on arrive à faire de la science. Mais on aurait peut-être évolué avec d'autres façons de... C'est possible de construire un monde aussi grand et qui soit plus mélangé. Il faudrait beaucoup plus de maths. Et on les développerait. Le soleil est très gros et c'est tout de façon impossible. Bien, merci. Je suis désolé, mais la BNF va fermer. Donc, merci beaucoup.